Regardez. T'arrêtes de me regarder. Ah non, on se regarde un iceberg sur la Coupe du Monde. Ouais, je vais regarder ça. Le 11 juin 2026. Ouais, un iceberg sur la Coupe du Monde, les gars. On a des icebergs sur le dark web. On a des icebergs sur tout et n'importe quoi, mais on n'a pas d'iceberg sur la Coupe du Monde. C'est de loin l'événement le plus suivi de la planète. Ouais. Le 59e Super Bowl a été vu par 128 millions de personnes en simultané. Nul. Les premiers pas de l'homme sur la Lune, 600 millions de personnes. La cérémonie d'ouverture des JO 2012, 900 millions de personnes. La dernière finale de la Coupe du Monde a été vue par plus de 1,5 milliard de téléspectateurs. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai été dans le stade où il y a 1,5 milliard personnes qui ont regardé le match. Je suis historique. Je suis putain d'historique. Oh putain de merde. Le seul souci, bah c'était Yass encore, mais c'est pas un souci. En vrai, c'était quand même historique. Mais il y avait le bon vieux Yass encore, c'est vrai. C'est-à-dire que Yass encore aussi avait cette chance. C'est simple, à part une guerre ou une épidémie mondiale, rien ne rassemble autant que la Coupe du Monde. C'est le seul moment où tout le monde, même les gens qui n'en ont rien à faire du foot, se rassemblent pour supporter leur pays. Dans cet iceberg, on va parler d'histoires extraordinaires, drôles, bizarres ou particulièrement sombres. Bien bizarre, bien Hitler. On va commencer par des faits assez connus, et plus on va s'enfoncer dans les profondeurs, plus on va parler d'histoires obscures dont vous ne connaissez pas. Voilà, j'aime bien ça, voilà, ça m'intéresse ça. Installez-vous confortablement. Je suis bien confortable, attendez, je vais juste me chercher à boire. Et franchement, il fait chaud, il fait pas chaud chez vous là? Mais en fait, c'est parce que le PC il donne une chaleur de malade. Elle veut d'une relation stable, pas d'un criminel. Ouvre les fenêtres. Mais non, parce qu'après les voisins ils vont entendre que je crie et tout, c'est chiant. Non, vous voyez quoi vous, Portugal, les gars? Moi je vois but de CR7. Vraiment, je vois but de CR7, ça c'est sûr. Alors peut-être que ce sera un penalty, je sais pas, mais il y aura un but de CR7. Et côté A2, c'est une sécurité. Il y en a qui ont réussi en misant CR7 buteur. Il y en a qui ont réussi au casino. PDT, il a réussi sa vie. Pour découvrir l'iceberg de la Coupe du Monde. Ah, ça, je crois c'est bon. J'ai essayé ça, c'est pas mal. Je crois c'est bon pour le corps en plus. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Mais la Croatie, les gars, ils ont bien joué contre l'Angleterre quand même. 22 juin 1986, quart de finale de la Coupe du Monde au Mexique. L'Argentine affronte l'Angleterre et c'est loin d'être un match ordinaire. 4 ans plus tôt, les deux pays s'étaient affrontés militairement lors de la guerre des Malouines. Militarisé! Une guerre qui s'était terminée par la défaite et l'humiliation de l'Argentine avec des centaines de morts. Donc là, pour les Argentins, l'Angleterre c'est pas juste l'équipe adverse, c'est beaucoup plus que ça. À la première mi-temps, les deux équipes se neutralisent et rentrent sur le score de 0-0. Mais peu après la reprise, à la 51e minute, tout bascule. Sur un ballon aérien dans la surface, Maradona monte au duel avec le gardien anglais Peter Shilton qui fait 20 cm de plus que lui. Maradona touche le ballon du poing gauche et trompe l'arbitre tunisien. Je vous jure, pour moi, ça c'est pas un comportement sportif. Mais j'ai juré, c'est ça qui rend ce sport légendaire. Des anecdotes comme ça. En fait, j'imagine le moment où le monde a vu qu'il avait niqué le pays en faisant ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale, mais malheureusement, on vivra de moins en moins des trucs comme ça. Après, c'est mieux. Pour l'équité, pour le sport, c'est mieux. Mais quand même, ça, c'est des trucs qu'on pourra les raconter, tu vois. Et valide le but. Le stade explose. Les Anglais protestent, mais c'est trop tard. On appellera ça la main de Dieu. Seulement 4 minutes plus tard, Maradona... En fait, vous savez pourquoi pour moi, ce but, il est valable, légalement, la main, c'est qu'après, il met tout le monde d'accord en mettant le but du siècle. Donc en vrai de vrai, pour moi, il y a équité, tu vois, c'est équitable. Ici, il est capable de mettre un but comme ça, on peut lui accorder le but d'avant. Ça perd du prestige quand tu dis que le défenseur qui a pas empêché le but du siècle s'appelle Fenwick. Pour glisser le ballon. Bien Fenwick! Bien Palette! C'est tout simplement l'un des plus beaux buts de l'histoire. Il rappelle fortement certains buts d'un autre petit Argentin que le monde découvrira. Oh, mais vous savez que l'autre fois j'étais mort de rire, j'étais avec Bramax. L'autre fois il parlait des stats de Juste Fontaine à la Coupe du Monde de l'équipe de France. Je sais plus c'était en quelle année. En 56 ou peut-être un peu plus tard. Juste Fontaine il a mis 13 buts en une Coupe du Monde. C'était en 58. 13 buts en une Coupe du Monde les gars. Ce qui paraît insurmontable, c'est du jamais vu. Et là Bramax commence à dire ouais mais à l'époque les joueurs et tout. Et après je lui dis mais viens on regarde quand même. Les gars, il regarde les buts. Au début, premier but, il dit waouh, c'est quoi ce gardien? Waouh, c'est quoi ce truc? Et les buts d'après, ils l'ont mis d'accord. Il a dit oh non, il était trop fort. Ah ouais, non, il était trop fort. Ah ouais, non, lui, il était trop fort. En vrai, il faut respecter les joueurs de chaque époque. Parce qu'on peut pas
être en mesure de dire oui, tel joueur à l'époque, si il avait joué. C'est même plus le même sport. C'est même plus le même sport. Attendez, on va mettre pour voir justement cette vidéo. Juste Fontaine. Goal. 13 goals. On veut les 13, nous. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est de la cassette. Ça, c'est de la cassette. Faut souffler dedans. Just Fontaine s'appelle comment? Black Claude. 13 goles en 6 partidos. La fabulosa hazaña de Just Fontaine. Le gardien, il attend quoi, wesh? Non, mais le gardien, il attend quoi? J'ai une question. Le gardien, pourquoi il bouge pas? Il sort quand? Just Fontaine. Mais attendez. Il fumait une clope, il faisait quoi? Il sort quand, là? La fabulosa hazaña de Just Fontaine comenzó el 8 bon, on va dire que celui-là, il est un peu limite, mais... de 1958 es exactamente 32 años antes del primer encuentro en este mundial. Su primer tanto fue un igualador frente a Paraguay en Norcopin. Fontaine metió el gol de penalti belle passe, que aumentó el bel tanteo para appel. Francia. Ça, c'est un beau but. C'est très beau but, ça. En el segundo tiempo completó el trío de goles cuando Francia, inspirada por Fontaine, obtuvo la victoria por 7-3. Ok. 3 días más tarde, Francia frente a Yugoslavia, a los 4 minutos, Fontaine marca... On l'a pas dans un autre truc, ça? Ça, c'est un 3 días sacré más tarde, pétard. Francia frente a Yugoslavia, a los 4 minutos, Fontaine... Mais je vois même pas partir le ballon. 7-3. 3 días más tarde, Francia En fait, je vois pas le ballon. frente a Yugoslavia, a los 4 minutos, Fontaine marca su cuarto... Les cages sont même pas centrés. C'est parce qu'à l'époque, ils avaient pas l'outil, là. L'outil pour, tu vois, Gol del torneo. je sais plus comment ça Faltando s'appelle. solo 5 Comment ça s'appelle le truc pour que ce soit au milieu, là? minutos, Fontaine volvió a anotar cuando Francia empató a 2. Si bien Yugoslavia ganó el partido 2 minutos después. En vrai, il est chaud, les Vino gars. la victoria de 2-1 sobre Escocia. Ça, c'est un vrai buteur. Contribuyó con el Le segundo niveau. gol crucial. Merci à Nice pour le recel. Después, C'est Irlanda un del niveau. Norte Un recibió niveau à el bulle. impacto de Just Fontaine. Attends, j'ai pas vu. Semifinales, Incroyable, juste. Pero el primer gol que Brasil concedió en el torneo Oh là tuvo là que là ser de Just là. Fontaine. Oh là là, mais quel joueur! Su plato fuerte del partido de la tercera posición fueron Oh, 4 bueno, el goles historique. contra Alemania Federal en Gotemburgo. El tanteo final 6-3. Un Con autre? esto igualó la marca establecida por Sandor Kosic ¿Un autre? 4 años antes. Ok. Un petit cafouillage, c'est bien. 13 buts et on gagne pas la Coupe du Monde. En 58, je crois, c'est le Brésil, hein. Attends. Vas-y Justo, vas-y Fontaine. Ah ouais, voilà, un petit grand format avec une bonne qualité. Enfin, même si la télé peut pas avoir de bonne qualité, c'est que c'est la merde. Car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Et comme tu ne remâches jamais à la paix. Voilà, si Pelé lui serre la main, c'est que c'était un joueur. C'était un sacré joueur. Vas-y Justo, vas-y Fontaine. Car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Si tu n'as pas les bras écartés, tu peux pas marquer. Hein. Juste Il était Fontaine, le la buteur légende. de la première grande équipe de France de l'histoire. L'homme d'un record mythique qui a fait de lui une légende, 13 buts en une seule Coupe du Monde. 13, comme le numéro de sa maison de Toulouse où il vivait depuis sa retraite de joueur. Son salon était un musée, le maillot de l'épopée en Suède, le soulier d'or de meilleur buteur. Il continuait de recevoir des lettres du monde entier. En général, c'est une 50 à 100 Incroyable lettres. le concept de recevoir des lettres. Nous maintenant, les joueurs de foot, ils se font insulter leur mère parce qu'ils ont pas validé la cote Mbappé décisif. Et avant chaque Coupe du Monde depuis 60 ans, il était Le interrogé respect sur se son perd, les gars. incroyable record. Ça n'existe plus. Plus le temps passe et plus je prends de l'importance parce que on commence à dire finalement il sera jamais battu, etc. Donc tous les 4 ans on parle de moi. Né en 1933 à Marrakech, Just Historique. Fontaine était revenu il y a quelques années sur les traces de son enfance. Bien Maroc. Au Maroc, alors protectorat français, il passe toute sa jeunesse et se prend de passion pour le football. On jouait dans la rue, on jouait partout. Quand vous avez une technique qui est formée là, cette école de la rue, il n'y a pas mieux. Hein. Bah, c'est vrai ça. Des C'est pour débuts ça que ça comme se perd. là. professionnel à Casablanca, mais très vite c'est le grand saut. En 1953, à 20 ans, Fontaine rejoint la France et l'OGC Nice. Sur la Côte d'Azur, il gagne le championnat et la Coupe de France. Mais le meilleur reste à venir. 1956, direction le Grand Reims qui vient de disputer la finale de la Coupe d'Europe. Le succès est immédiat, 30 buts la première saison, 34 la deuxième, avec un titre de meilleur buteur et le doublé championnat Coupe de France. Piantoni attaque. Ténimois font face aux assauts de Reims. Bière s'élance et fauché, mais Fontaine marque le deuxième but pour Reims. Bien Fontaine. 3-1. Reims
s'ajoute la Coupe de France à son titre de champion. Merci Sarsos pour le l'équipe de resub. France qui va participer à la Coupe du Monde en Suède, sa place de titulaire n'est pas garantie. Il ne compte que quelques sélections. En Suède, il découvre Raymond Kopa, la vedette du Real Madrid avec qui il n'a jamais joué, et leur association va faire des étincelles. Piantoni, il avait été gaucher, il avait un tir formidable, il faisait des passes décisives. Raymond, il driblait tout le monde et puis après, il donnait une passe. Et moi, je marquais les buts. Donc, on était vraiment très complémentaires tous les trois. C'est Olysée, Dembélé et Mbappé. La compétition se déroule comme dans un rêve. Fontaine commence par un triplé contre le Paraguay, puis 2 doublés contre la Yougoslavie et l'Irlande du Nord, un but aussi contre l'Écosse. Après, on peut parler des équipes de merde, mais c'est rien ça. Ça, c'est la Coupe du Monde. Il y a des pays qui doivent jouer. On a le droit de marquer des buts aussi. En demi-finale, il est même le premier à marquer un but au Brésil au terme d'une action magnifique avec Raymond Kopa. Incroyable la passe. Ah, celui-là, il est beau. L'avant-centre termine son mondial en apothéose par un quadruplé face à l'Allemagne, 13 buts en 6 matchs, un total hallucinant. J'avoue, c'est une dinguerie, 13 buts en 6 matchs. Les Bleus terminent 3e, les héros de Suède sont entrés dans le cœur des Français, ils deviennent des vedettes invitées à la télévision et l'avant-centre des tricolores peut s'adonner à une autre passion, pousser la chansonnette. Si l'on t'avait dit qu'un jour tu serais chanteur, je ne l'aurais pas cru non plus. Et d'autre part, vous sentez juste, Fontaine. Ah, pardon. Excusez-moi. Ah, elle est monsieur bonne celle-là. Juste Fontaine continue d'empiler les buts et les records en équipe de France et avec Reims, mais ce bonheur ne va pas durer. Un malheureux rebond sur le dos de l'arbitre. C'est le signe du destin. Fontaine reprend la balle, la donne vers un partenaire et quand il ne l'a plus, Non, il reçoit sur la jambe gauche. non, désolé, je rigolais pas. Je pensais pas que ça. Non, c'est dramatique. Non, mais le début de l'action est historique, mais non. Tu te fous de ma gueule. C'est une dinguerie comment la vie, des fois, tout va bien et c'est même marrant, tu vois. Et puis ça peut virer au cauchemar. Destin. Fontaine reprend un malheureux rebond sur le dos de l'arbitre. Non mais là, l'arbitre. C'est le signe du destin. Fontaine Oh mais reprend la non, balle, putain c'est la quoi donne ça? vers un partenaire et Putain, j'aime bien quand j'apprends des trucs, mais c'est un fils de pute aussi l'adversaire. Qui fait un tacle comme ça, ouais? C'est quoi ça? Partenaire et quand il ne l'a plus, il reçoit sur la jambe gauche, les 2 pieds en avant, le Sochalien s'écoue. Oh non, c'est cool. Tout le monde a entendu le bruit, comme une planche qui casse. Oh là une planche là. de bois qui tient plaque. Putain, on apprend beaucoup de choses sur internet. Canonnier, là. Je marquais des buts, donc il fallait m'empêcher de marquer. Mais là, ça a été un peu rude quand même. Double fracture tibia péronée de la jambe gauche. Une longue convalescence commence, toujours suivie par les caméras. Radiographie, déplâtrage, repos chez ses parents à Nice, retour sur les terrains pour quelques semaines et la rechute, exactement la même blessure définitive. Putain, le Neymar français. Enfin plutôt le Juste Fontaine brésilien. Pour vous, le football n'est pas terminé, Justo? Pour moi, le football, c'est toute ma vie. Ah, j'avoue, c'est triste de ouf. De rage. Pas de douleur, de rage, parce que je savais que je pourrais plus revenir, quoi. Si j'avais cru en ma chance, la voilà. J'avoue, c'est malheureux de ouf. Hein. À 27 ans seulement, le terrain s'est terminé. Juste Fontaine doit s'imaginer une autre vie. Ah, j'avoue, c'est terrible. Fontaine, il est maintenant président de l'Union des footballeurs professionnels français. C'est pas comme si ça t'arrive, vas-y, t'as 33, 34. Pour défendre les joueurs liés à l'époque à leur club jusqu'à 35 ans. Et puis, en 1967, c'est la surprise. Ce symbole d'un passé glorieux est choisi pour relancer une équipe de France au fond du trou. À 33 ans, il devient le plus jeune sélectionneur de l'histoire des Bleus, mais l'expérience tourne court. Après seulement 2 matchs et 2 défaites, il est remercié. Allez, allez, gêne! Et là après, il va au PSG historique. Allez, Louis, ne reviens pas, hein! Encore! Il reste un dernier défi. Historique. Entraîner le Paris Saint-Germain. Historique. Ce nouveau club a de grandes ambitions. Il va le mener à la première division. Le soir de la montée, l'émotion est tellement forte qu'il fait un malaise cardiaque dont il se remettra vite. J'ai été le seul entraîneur à avoir fait monter le PSG parce que depuis ils y sont en première division. Non. Et oui les gars, le PSG, le seul club français à jamais être descendu de la première division. Ça a été là vraiment 3 Merci ans. Juste. Justo. Justo avait ensuite assuré sa reconversion en ouvrant un magasin de sport. Bien Justo. Au centre de Toulouse.
Jusqu'à ces dernières années, on le voyait encore souvent dans les tribunes du stadium. Et il pouvait constater que sa popularité était intacte, y compris chez les plus jeunes. Qu'est-ce que c'est 14 buts en Coupe du Monde? Que dalle. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir arrêté à 27 ans. J'aurais bien changé mon record contre 5-6 ans de plus. Une carrière fulgurante, brisée trop tôt, un exploit pour l'éternité. Juste Fontaine a rejoint ses vieux amis Raymond Kopa et Roger Piantoni au paradis des premiers héros du football français. Incroyable, et il sera peut-être jamais détrôné parce que 13 buts en une Coupe du Monde, c'est quand même magnifique. C'est vrai que si je m'arrête à chaque anecdote et que je mets une autre vidéo, mais là pour le coup la vidéo était magnifique. Des années plus tard, l'Argentine remporte le match 2-1 et gagne la Coupe du Monde quelques jours plus tard. Ce match résume parfaitement Maradona. C'est à la fois un artiste, un génie absolu et un être humain complexe bourré de défauts. Et c'est ça qui le rendait bourré unique. tout court. C'est pour ça que c'était une rockstar et l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football. Est-ce que tu vas être historique en juillet? Bah si vous êtes là, je suis là moi les gars. Au Brésil, le football c'est pas un sport, toujours la même chose. C'est une religion. Donc quand la FIFA annonce que le Brésil va organiser la Coupe du Monde 2014, c'est l'euphorie totale. Pour les Brésiliens, c'est l'occasion de remporter le premier titre de leur histoire à domicile. Ça part en vacances ou quoi les gars en juillet? Le Brésil lance des travaux gigantesques. Des stades flambant neufs, des rénovations massives et des projets d'infrastructures dans tout le pays. Au total, on parle de plusieurs milliards de dollars dépensés, l'une des Coupes du Monde les plus chères de l'histoire. Le problème, c'est que pendant que des fortunes sont investies dans l'organisation, une partie énorme de la population... Non, moi, le seul truc qui me fait peur là, c'est que ça recommence comme il y a 10 jours. Là, c'était horrible la chaleur ici. Avec des hôpitaux saturés, on n'est pas fait pour ça. État, la corruption et des transports publics catastrophiques. Le peuple commence alors à se poser une question. Pourquoi investir autant pour le football alors que des millions de Brésiliens vivent dans des conditions déplorables? Le 17 juin 2013, des manifestations réunissant des dizaines de milliers de personnes éclatent dans toutes les grandes villes pour protester contre les dépenses liées à la Coupe du Monde. 4 stades sont construits dans des villes sans grand club de foot. Ils ne serviront à rien après la compétition. Le stade de Brasilia a coûté 730 millions de dollars. Après le mondial, il accueillait en moyenne 576 spectateurs par match. Et c'est pas le pire. Les travaux sont réalisés dans l'urgence et sous pression, et 8 ouvriers vont perdre la vie dans des accidents. Malgré les polémiques, la Coupe du Monde a bien lieu, et tout le pays place d'énormes espoirs dans sa sélection. Le Brésil avance dans le tournoi. Pas de manière flamboyante, mais il avance. Le 8 juillet 2014, c'est la demi-finale contre l'Allemagne au stade Mineirão de Belo Horizonte. 74 000 personnes. C'est vrai que ça, on en parlera dans 100 ans. C'est terrible ce qui s'est passé. Mais il y a eu une accumulation. Parce qu'en fait, on voyait que le Brésil, ça jouait pas bien de ouf. Un peu comme, moi je trouve là, la Coupe du Monde. Hein. C'est pas ouf. Mais ils avaient Neymar. Et Neymar, vraiment, Neymar, c'était quand même quelque chose. Genre, moi, c'est vraiment l'un des joueurs qui m'a le plus choqué, tellement il portait l'équipe. C'est vraiment lui tout seul qui portait l'équipe, limite. Dans les tribunes, et il s'est blessé. Des millions derrière leur écran. Les Brésiliens rêvent de se qualifier en finale, chez eux, au Brésil. Mais le rêve va vite tourner au cauchemar. Et Thiago Silva n'était pas là contre l'Allemagne. À la 11e minute, puis à la 23e, à la 24e, à la 26e, à la 29e. En moins de 30 minutes, l'Allemagne écrase le Grand Brésil 5-0 chez eux. Les images sont complètement irréelles, les supporters sont en larmes et certains quittent le stade avant même la mi-temps. Et c'est le premier souvenir marquant que j'ai. J'étais pour aucune des deux équipes, mais ces images de grands-pères de famille en train de pleurer à chaudes larmes, ça m'avait profondément touché. Tout ça pour ça. Tous ces sacrifices, ces sommes d'argent colossales et ces ouvriers morts pour construire des stades, tout ça pour se faire humilier devant toute la planète. C'est un cataclysme total, mais plus tard dans l'iceberg, on va parler d'un match qui a encore plus traumatisé les Brésiliens. La première. En 1928, la FIFA réunit ses membres au congrès d'Amsterdam. Après, si Thiago Silva il avait été là, ils auraient pas pris 7-1 quand même. Ça, en fait, ils étaient déjà morts avant le match. Quand ils ont vu, il n'y a pas Neymar, Thiago Silva, ils avaient déjà perdu dans leur tête. Ils votent la création d'un tout nouveau tournoi. Une compétition mondiale de football, ouverte à tous les pays, autorisée aux professionnels. On appelle ça la Coupe du Monde. L'idée, c'est de s'affranchir des Jeux Olympiques qui refusent les footballeurs pros. La première édition est prévue pour 1930 et il faut trouver un pays hôte. 6 candidats se présentent, mais seul l'Uruguay est prêt à payer le voyage et l'hôtel de toutes les équipes participantes. C'est là que les problèmes commencent. L'Uruguay, c'est à l'autre bout du monde. Les équipes européennes hésitent à faire le trajet à cause de la durée hallucinante du voyage. À l'époque, les vols longue distance étaient extrêmement limités. Et pour traverser l'Atlantique, il fallait prendre le bateau. 4 très longues semaines de traversée aller-retour.
Seulement 4 sélections européennes acceptent, la France, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie. Pendant la traversée, les joueurs s'entraînent directement sur le pont du navire. Ils font du jogging, jonglent avec le ballon au milieu d'énormes bourrasques de vent. C'est complètement lunaire. La compétition commence avec seulement 13 nations. Tous les matchs se jouent à Montevideo et l'engouement n'a rien à voir avec aujourd'hui. Le match Roumanie-Pérou fait 300 spectateurs, la plus faible affluence jamais enregistrée. Attends, quoi? Les photos de fou, frère. Tous les matchs se jouent à Montevideo et l'engouement n'a rien à voir avec aujourd'hui. Le match Roumanie-Pérou fait 300 spectateurs. Frère, vas-y, Roumanie-Pérou, en 2026, y'a vraiment rien. Si le décalage horaire, il est un peu... Ah, Roumanie-Pérou, c'est... Si, Willow le regarde, mais... La plus faible influence jamais enregistrée en Coupe du Monde. À cette époque, il n'y a pas de remplaçant, pas de carton jaune ou rouge, les contacts sont extrêmement violents et les arbitres étaient habillés en chemise-cravate et en pantalon de ville. Cependant, la finale entre l'Argentine et l'Uruguay attire plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. L'ambiance est tellement électrique que l'arbitre accepte de prendre en charge le match à une seule condition, qu'un bateau soit prêt à quitter le port 1 heure après la fin du match, au cas où il devrait fuir le pays. À l'époque, il n'y a pas de ballon officiel, c'est complètement lunaire. Les deux équipes veulent jouer avec leur propre ballon. L'arbitre va prendre une décision. La première mi-temps se jouera avec un ballon argentin et la seconde avec un ballon uruguayen. C'est quoi ce bordel? L'Uruguay s'impose finalement 4-2 dans son pays. Il est temps de plonger sous la surface pour explorer les eaux claires. R9. On est le 12 juillet 1998 et le Brésil est le grand favori de la finale de la Coupe du Monde. L'équipe est monstrueuse. Roberto Carlos, Rivaldo, Bebeto et surtout Ronaldo, 21 ans, considéré comme le meilleur joueur du monde. Tout le monde s'attend à ce qu'il fasse exploser la défense française pour offrir au Brésil sa 5e étoile. Mais 1 heure avant le coup d'envoi, quand la feuille de match circule, il y a une absence qui fait l'effet d'une bombe. Ronaldo n'est pas titulaire. C'est son coéquipier Edmundo qui est annoncé à sa place en pointe de l'attaque. Les journalistes sont sous le choc, les supporters brésiliens paniquent. Qu'est-ce qui se passe? La nuit précédente, vers 4h du matin, Ronaldo a perdu connaissance et a été victime de convulsions. C'est son partenaire de chambre Roberto Carlos qui a prévenu le staff médical. Le staff le transporte en urgence à la clinique des Lilas à Paris pour une batterie d'examens cardiaques et neurologiques. Le médecin de l'équipe brésilienne annonce alors officiellement que Ronaldo ne peut pas jouer en invoquant une blessure à la cheville gauche. Zagallo, le sélectionneur, doit se résoudre à faire sans son meilleur joueur pour la finale de la Coupe du Monde. Mais un quart d'heure plus tard, nouvelle feuille de match, Ronaldo est titulaire. Il est bien sur la pelouse au coup d'envoi, mais tout le monde comprend très vite qu'il n'est que l'ombre de lui-même. Il n'est pas comme d'habitude, il a l'air complètement absent. Le Brésil se fait atomiser 3-0, Zidane plante 2 têtes, et c'est la France qui devient championne du monde. Putain, et en plus, il a pris un contact de fou avec Barthez dans le même match. Lendemain, des images montrent Ronaldo qui descend de l'avion du retour au Brésil en titubant comme s'il était ivre. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La version officielle, c'est une crise d'épilepsie causée par un stress extrême. Roberto Carlos lui-même a évoqué les convulsions et l'écume dans la bouche, et le médecin de l'époque a conclu à une crise épileptique. Mais en 2012, Bruno Caru, un cardiologue italien qui travaillait à l'époque avec le médecin de l'Inter Milan, sort une version complètement différente. Selon lui, Ronaldo aurait fait un arrêt cardiaque. Son électrocardiogramme n'aurait pas été analysé correctement et au moment de la crise, son cœur aurait eu 18 pulsations par minute. Caru affirme qu'on lui a donné un sédatif très puissant, normalement utilisé en cas d'épilepsie, mais totalement contre-indiqué pour un problème cardiaque. Et que c'est ça qui expliquerait son état fantomatique pendant le match. Ensuite, il y a la théorie Nike. Nike était lié au Brésil par un contrat de 160 millions de dollars, et certains ont suggéré que la marque aurait fait pression pour que Ronaldo soit sur le terrain coûte que coûte, peu importe son état physique. Ce qui alimente les doutes, c'est que le président de la fédération brésilienne, Ricardo Teixeira, celui qui avait négocié le contrat avec Nike, est entré dans le vestiaire environ 1 heure avant le coup d'envoi. 20 minutes plus tard, Ronaldo débarquait et Zagallo rayait Edmundo de la liste. Beaucoup de théories et de versions différentes, mais personne n'arrive à se mettre d'accord avec certitude sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ça reste l'un des plus grands mystères du football. En tout cas, une chose est sûre, ça nous a fortement aidé à gagner notre première. Bon, après, ça se trouve, il avait fait un match catastrophique, c'est tout, hein. Peut-être, on sait pas. On saura jamais. En 1982, la Coupe du Monde se déroule en Espagne, et dans le groupe 2, on retrouve l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche, le Chili et l'Algérie. Sur le papier, l'Algérie n'a absolument aucune chance. C'est la première Coupe du Monde de son histoire, et en face, il y a 2 énormes nations européennes habituées des grandes compétitions. Dans les rues d'Alger, c'est une explosion de joie.
Personne n'en revient. L'Allemagne de l'Ouest, c'est une machine de guerre à l'époque. Ils viennent de remporter l'Euro et ont gagné la Coupe du Monde 8 ans plus tôt. Les Allemands prenaient tellement l'Algérie de haut qu'avant le match, le sélectionneur Job der Wall a dit qu'en cas de défaite, il rentrerait au pays en train. Mais malgré cet exploit monumental, la situation reste compliquée pour l'Algérie. Ils battent le Chili, mais perdent contre l'Autriche. Les Algériens ont déjà joué tous leurs matchs et attendent maintenant les résultats entre l'Allemagne et l'Autriche. Et il existe un scénario catastrophe. Si l'Allemagne gagne par 1 ou 2 buts d'écart, les deux équipes européennes se qualifient ensemble et l'Algérie est éliminée. Autrement dit, les deux équipes connaissent parfaitement le score exact dont elles ont besoin avant même de rentrer sur le terrain. Et ça, c'est un énorme problème. Bizarre. Le 25 juin 1982, le match se joue à Gijón en Espagne. L'Allemagne marque à la 10e minute et à partir de là, va se dérouler un des matchs les plus bizarres de l'histoire de la Coupe du Monde. Pendant plus de 80 minutes, il ne va quasiment plus rien se passer. Les Allemands font tourner le ballon tranquillement dans leur camp, les Autrichiens ne pressent quasiment pas, les deux équipes jouent comme si le match était déjà terminé. Les spectateurs comprennent très vite ce qui est en train de se passer et deviennent fous de rage. Le public siffle, hue les joueurs et agite des mouchoirs blancs dans les tribunes. Les commentateurs du monde entier sont choqués. Un journaliste allemand demande même en direct aux téléspectateurs de changer de chaîne tellement le spectacle est honteux. Les supporters algériens, eux, sont dégoûtés. Ils assistent impuissants à leur élimination. Ce match va rapidement être j'avoue, 5 heures, c'est tard, hein. Ça va le regarder peut-être et s'endormir devant. S'il n'y a jamais eu de preuve d'un accord officiel entre les deux équipes, honnêtement, quand on regarde les images, c'est très difficile d'imaginer autre chose. Cette affaire va faire tellement scandale que la FIFA décide ensuite de changer les règles. À partir de 1986, les derniers matchs de groupe seront joués exactement au même moment pour éviter qu'une situation pareille se reproduise. Le but fantôme. Un comble pour le pays qui a inventé le football. En face, l'Allemagne de l'Ouest est déjà une immense nation de foot avec une équipe extrêmement solide. Le 30 juillet 1966, les deux équipes s'affrontent dans le stade mythique de Wembley devant presque 100 000 spectateurs. Le match est très tendu et spectaculaire. À la fin du temps réglementaire, il y a 2 partout. La finale de la Coupe du Monde part donc en prolongation, dans une ambiance complètement irrespirable. Prévenez-moi, moi je vois pas l'heure là, 43 déjà. Les joueurs lèvent immédiatement les bras, mais les Allemands, eux, sont persuadés que le ballon n'est... Dites-moi, ils l'ont mis sur M6 le match. Ouais, c'est bon, M6, arrêtez de nous raser là. Dites-moi, le match il est sur M6. Un footballeur pro reconverti dans les arnaques à la construction. Ah vas-y, mais M6 en fait, achetez pas les droits, c'est pour avoir un match sur 3. Non mais à un moment donné les gars, faut le dire ou faut pas le dire. Le foot c'est un sport populaire. Allez vous faire enculer. Ah vas-y frère, à chaque fois qu'ils sont jamais les matchs. Jamais totalement rentrés. Ils sont en train de nous baiser. But accordé. Les joueurs allemands deviennent fous. Ils entourent l'arbitre, protestent dans tous les sens, mais il ne reviendra pas sur sa décision. Est-ce que le ballon a franchi la ligne? La vérité c'est que 60 ans plus tard, on sait toujours pas. Les images de l'époque, analysées des décennies plus tard, ne permettent pas de conclure avec certitude. Des étudiants en biomécanique d'Oxford ont estimé qu'il manquait probablement 6 cm pour que le ballon ait entièrement franchi la ligne. Mais de l'autre côté, une simulation réalisée par Sky Sport avec des données Opta et la réalité virtuelle d'eSport a conclu que le ballon avait bien franchi la ligne avec 5 à 7 cm de marge. 2 études différentes, 2 conclusions opposées. En fait, on n'a qu'un angle. L'un des plus vieux débats de l'histoire du foot. Bah oui, Sky Sport c'est des Anglais, ils sont pas objectifs. Enfonçons-nous maintenant plus profond dans l'océan pour découvrir... Les eaux sombres. Putain, j'espère qu'il va parler de la Corée en 2010, c'est ça que je vous disais l'autre fois. Coupe du Monde 2010. En 2010, la Corée du Nord se qualifie pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1966. 44 ans sans y participer, et là il débarque dans ce qui est probablement la coupe du monde, c'est tellement historique. Difficile de la compétition, avec le Brésil, le Portugal et la Côte d'Ivoire. Le premier match contre le Brésil se passe plutôt bien, ils ne perdent que 2-1. Les gens sont surpris par leur niveau. Le gouvernement nord-coréen aussi d'ailleurs, parce que la télévision d'État décide alors de faire quelque chose d'exceptionnel, diffuser en direct le deuxième match contre le Portugal, ce qu'elle ne fait normalement jamais avec des programmes étrangers. Le match commence et la Corée du Nord se fait rouler dessus. Alors qu'ils sont menés 4-0, le gouvernement coupe la diffusion. Les Nord-Coréens penseront que le match n'a pas évolué et qu'ils ont perdu sur ce score. Mais en réalité, ils ont été écrasés 7-0. Le troisième match contre la Côte d'Ivoire ne sera pas diffusé du tout. Les joueurs rentrent au pays avec 3 Bon finalement, au moins nous, si on n'a pas M6, on a Bein quand même. défaites en 3 matchs.
Là va se tenir un procès devant 400 dignitaires du régime. Oh la L'équipe dinguerie. est humiliée et insultée. Il y en a qui auraient mérité des procès dans l'histoire du foot. Le Sénégal hier mérite un procès. Le Sénégal mérite un procès hier. Le Pendant PSG, la remontada mérite un procès. Pour manquement à la lutte idéologique. C'est un manquement. Le sélectionneur Kim Jong-un est condamné aux travaux forcés 12 à 14 heures par jour sur un chantier de construction pour avoir perdu des matchs de foot. Bonsoir chantier. Une autre Bonsoir, pas rumeur le choix. complètement folle circule encore aujourd'hui. Le régime aurait manipulé son peuple et diffusé de fausses informations pour leur faire croire que le Portugal avait gagné la Coupe du Monde. Historique. CR7 il a eu la Coupe du Monde avant Messi. C'était pour eux un moyen de montrer que, ok, on a perdu, mais contre l'équipe qui a fini championne du monde. C'est une dinguerie, le pays il est tellement fermé au niveau de l'information et tout qu'il pense des informations qui n'existent pas. C'est quand même une dinguerie. Genre on peut leur faire croire des trucs, ils le sauront jamais. Il n'y a aucune preuve vraiment solide pour confirmer cette pas de théorie. preuve. Quasiment tout ce qui touche à la Corée du Nord est impossible à vérifier. Mais il y a un monde où les Nord-Coréens pensent encore aujourd'hui que le Portugal a gagné Mais la t'imagines les débats de fou que doit y avoir CR7 Messi là-bas? Ça doit être de la dinguerie. CR7 Messi, le débat il doit être encore plus relou en Corée. Et en coréen aussi. Coupe du Monde Parce que t'as déjà vu deux Coréens s'embrouiller? C'est relou. 2010. Zaïre, 1974. Il va bientôt y avoir Zaïre Emery 2026. Parce qu'il va vraiment pas jouer une minute là. C'est Guy Varch? C'est... pas Guy Varch. C'est Adil Rami? Non. En 1974, la Coupe du Monde se déroule en Allemagne de l'Ouest. Pour la première fois de l'histoire, une nation subsaharienne se qualifie pour le mondial. Cette équipe, c'est le Zaïre, aujourd'hui connu sous le nom de République démocratique du Congo. À cette époque, Mobutu Sese Seko dirige le pays de main de fer depuis son coup d'état. Mobutu est obsédé par C'est une dinguerie maintenant, même les joueurs d'équipe de France appellent Mbappé Mobutu. L'image de son pays. Il a décidé de miser à fond sur le sport comme outil de propagande et de prestige national. Il invite les joueurs dans sa résidence de luxe avant le départ. Il les traite comme des rois et leur promet une grosse somme d'argent pour leur qualification. Les Léopards, tout juste vainqueurs de la CAN, arrivent en Allemagne confiants et certains bookmakers en font même une potentielle surprise pour le mondial. Pour leur premier match, ils perdent 2-0 contre l'Écosse. Les joueurs n'ont toujours pas reçu la prime promise pour la qualification. Ils sont furieux et certains menacent même de faire grève. Leur prochain match est contre la Yougoslavie et Mobutu va prendre une décision hallucinante. La veille du match, il écarte l'entraîneur de la sélection parce qu'il est yougoslave et qu'il a peur qu'il transmette des informations tactiques à ses compatriotes. Le Zaïre se présente donc sans coach face à la Yougoslavie et se font rouler dessus 9-0, l'une des plus lourdes défaites de l'histoire. Moi j'y mettais des buts de ouf. La Yougoslavie met des informations tactiques à ses compatriotes. Ils ont aucune peine. Le Zaïre se présente donc sans coach face à la Non mais désolé mais ce but il me fume. Regardez le gardien il a eu peur de la balle. Des informations le gardien il a eu peur de la tête. À ses compatriotes. Le Zaïre se présente donc sans coach face à la Yougoslavie et se font rouler dessus 9-0. L'une des plus lourdes défaites de l'histoire de la Coupe du Monde. Oh non, c'est une dinguerie. Les joueurs se présentent contre le Brésil pour leur troisième match après avoir reçu des menaces de Mobutu. À la 78e minute, l'une des scènes les plus improbables de l'histoire du football va se produire. Le Brésil obtient un coup franc bien placé. Rivelinho et Jairzinho se positionnent sur le ballon, l'arbitre siffle, et là le défenseur Mwempulunga surgit hors du mur zaïrois, sprint vers le ballon et le dégage de toutes ses forces. Ah, elle est historique celle-là. Surgit hors du mur zaïrois, sprint vers le ballon et le dégage de toutes ses forces. Sans... Quoi? Tout le monde pense qu'il ne connaît même pas les règles du football et qu'il n'a jamais vu un coup franc de sa vie. Des années plus tard, Lunga a expliqué que son geste était parfaitement volontaire. Il cherchait à se faire expulser pour protester contre les dirigeants de la fédération qui avaient volé les primes des joueurs. L'équipe finit par perdre 3-0 et signe le pire parcours de l'histoire de la Coupe du Monde avec 0 but marqué pour 14 buts encaissés. Aïe. La nuit de Séville. On est le 8 juillet 1982 à Séville, demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Allemagne de l'Ouest. C'est l'une des plus belles équipes de France de l'histoire, avec Platini, Giresse, Rocheteau et Trésor. Le match est serré, le score est de 1 partout à la mi-temps. En seconde période, le français Gengini sort sur blessure, remplacé par un certain Patrick Battiston. À la 57e minute, Michel Platini récupère le ballon au milieu de terrain et lance Battiston dans la profondeur. Patrick Battiston part seul face au gardien allemand Harald Schumacher et tente une frappe. Mais Schumacher sera à toute allure et sans se préoccuper du ballon. Il saute et percute violemment. Dinguerie les droits FIFA, même un match qui date d'il y a 40 ans, on n'a pas le droit de montrer les images aux jeunes qui veulent s'informer sur le foot. Arrêtez de casser les couilles là, laissez-nous regarder des images.
avec sa hanche la tête du Français. Batiston s'écroule inconscient sur la pelouse. Il vient de perdre 3 dents et les examens médicaux révéleront également des dommages aux vertèbres. Il est plongé dans le coma. 3 chicots en moins. On lui administre de l'oxygène directement sur le terrain avant de l'évacuer sur civière. Non, mais en vrai, on peut regarder la vidéo, on peut la trouver quand même. Attends, on finit juste comment il raconte. Le plus fou dans l'histoire, c'est que l'arbitre néerlandais ne siffle même pas faute. Pas de carton rouge, pas de penalty, mais une remise en jeu pour l'Allemagne. C'est il a perdu 3 dents quand même. Quand, je sais pas, là, normalement l'arbitre, tu t'approches un peu, tu regardes le mec comment il va, tu vois qu'il a 3 chicots en moins, tu te dis bon. Là, il y a eu frottement. Cette décision est régulièrement citée comme l'une des pires jamais prises dans l'histoire du football. En plus de ça, le défenseur français Marius Trésor témoignera plus tard que l'équipe de France a vu l'arbitre rigoler avec la délégation allemande après le match. Le match se terminera sur un score de 3-3 et l'Allemagne se qualifiera en finale en gagnant la séance de tir au but. Pour beaucoup de supporters de l'équipe de France, leur pire traumatisme c'est la finale en 2006, ou peut-être la finale de l'Euro 2016 ou la finale en 2022 pour les plus jeunes. Mais pour les anciennes générations, c'est Séville 82. Une nuit terrible. On s'est fait raser sur ça. Séville 82. Parce que là, c'est pas une petite faute, genre t'as le doute. Comme Kane quand il a plongé hier là contre le Congo, tu sais pas, y a péno, y a pas péno. Bien niqué. Plaie encore ouverte à une époque où l'équipe de France n'avait encore rien gagné. On va doucement se rapprocher. On va doucement aller se faire foutre et commencer à regarder le match. Parce qu'il est tout simplement 1h du matin. On n'a pas vu le temps passer, c'est parfait, le timing est bon.